Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poterie ancestrale? Eh bien, je suis en plein cœur du Maroc et je suis avec mon amie Ghislaine qui a mis sur pied, en tout cas, cette activité de poterie traditionnelle au Maroc. Et on entre au cœur de soi. Et vraiment, cette expérience m'a bouleversée. C'est arrivé en novembre 2022 et depuis lors, toute ma vie a complètement basculé parce que j'ai été au contact de cette fameuse poterie ancestrale. Et si vous restez avec nous, eh bien, je vais m'entretenir un peu avec elle. On va vous montrer les étapes, comment ça se passe, de la montagne à la fabrication de l'argile, parce que c'est pas de l'argile qui est fabriquée en usine, bien sûr, elle est fabriquée par les hommes, elle est imprégnée de l'énergie de l'homme ici, de toutes ces vibrations d'Afrique, et vraiment, merci, on a envie de s'amuser, on est là toutes les deux, et je dis, ça te dit un peu si on se fait un petit interview. Donc elle est partante, là elle est partie se maquiller, elle est partie se faire belle. Et on va un peu vraiment vous montrer. Il m'est venu l'idée maintenant de faire, de vous parler de quelque chose qui a bouleversé ma vie, tout simplement. À partir du moment où j'ai eu l'occasion de mettre les mains dans cette terre, dans cette argile, il s'est passé plein de choses à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est de manière générale un peu universelle. Quand on vient ici chez Ghislaine, dans son lieu magique, dans son lieu magnifique, dans ce petit paradis tout petit, tout fleuri, tout joli, et qu'on a l'occasion de mettre les mains dans l'argile qu'elle propose, il se passe des choses. Et j'avais envie de la mettre à l'honneur aujourd'hui, de vous la présenter. Et on va pas trop vous ennuyer à être comme ça, statique à papoter, toutes les deux, pas du tout. On va démarrer un peu ici au calme et puis franchement, restez avec nous parce que l'idée, c'est que cette vidéo, elle vous fasse voyager. Que l'on parte dans la montagne d'Akermout et puis que l'on voit à quoi ressemble l'argile d'ici, qu'est-ce qu'elle a comme propriété et toutes les étapes de fabrication, de comment ça se passe. On va vous montrer tout ça parce qu'on a de quoi illustrer. On va voyager ici dans le petit univers, on va aller dans l'atelier de Ghislaine, dans son chalet. Vous allez voir que ça va être tout sympa. Alors Ghislaine, j'arrête pas de parler. Bonjour Anne. Dès que je démarre. Bonjour à tous. Eh bien, j'avais envie en tout cas que cette vidéo soit l'occasion pour toi sur cette communauté que j'ai, les personnes qui me suivent. J'avais envie d'amener quelque chose d'un petit peu différent de comment je vous montre habituellement, comment on fait, comment on utilise le matériel, des trucs et des astuces. Ici, eh bien, il s'agit d'une personne à découvrir. Et ce concept de poterie ancestrale, je vais laisser Ghislaine vous l'expliquer pour que ça lui appartient tellement bien qu'elle va vous se présenter et parler de son activité. Mais moi c'est Ghislaine Segal de mon nom d'artiste. Artiste peintre et plasticienne à l'origine. J'ai découvert la terre par différents pays, dont la Tunisie, provinces comme Varage, qui était un village de potiers où j'ai travaillé un peu la terre. Mais la grande aventure a commencé ici, à Essaouira, avec l'argile d'Akermout. Akermout, en fait, c'est un village extrêmement ancien qui possède une tradition potière très particulière et une terre aussi très particulière que l'on extrait de l'intérieur de la montagne, qui elle-même est une montagne sacrée, le Djebel Radid. On est à 30 km de ce lieu et j'ai eu l'occasion de rencontrer des potiers de là-bas avec qui j'avais travaillé pour d'autres choses. Et puis un jour, l'alchimie se crée et puis voilà, j'ai besoin de terre et puis on va suivre après les potiers d'Akermout pour aller trouver leur mine d'or et également leur technique. Et là, je me mets à travailler donc la poterie ancestrale, c'est-à-dire sur le chemin des femmes d'Afrique. Mes mains vont s'adapter en fait au modelage africain et commencer à créer des pots
à l'ancienne, sans fioriture, vraiment en allant chercher l'esprit de la terre d'Afrique, l'esprit de la montagne, l'esprit d'Akermoud, l'esprit de la simplicité, de l'essentiel. Et l'aventure est née, donc il y a 1 an et demi maintenant, et on a commencé à créer toute une collection de pots, et surtout on a commencé à les cuire à la manière des potiers d'Akermoud, dans un four qui est daté au niveau de sa technique, de la technicité qui est appliquée à cette terre. C'est un four souterrain circulaire avec des alvéoles, dont la technique remonte au 5e siècle. Donc on a réadapté les techniques du 5e siècle dans mon propre terrain. Dans mon jardin, j'ai un petit four ancestral dans lequel on cuit nos poteries, et c'est chaque fois une aventure absolument incroyable. Ah, c'est peu de le dire. Ah, je te propose qu'on aille, c'est magnifique parce que quand je t'entends parler, ben, il y a toute cette magie comme ça qui est là, et c'est féerique. On retourne on se reconnecte tellement à quelque chose de tellement profond, on se reconnecte à nos ancêtres et on touche au sacré. C'est ça qui est exactement ça. Le sacré qui est tellement profond et presque indescriptible au final. C'est un mot tellement fort que je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Je pense que c'est l'âme de la terre d'ici. Ah, voilà. Qu'on travaille entre nos mains, et du coup notre âme, notre créativité, mais pas seulement, je dirais tout ce qu'on porte en nous de mémoire se réveille à travers la mémoire de cette terre. Et c'est vrai que c'est une alchimie très très particulière que je n'avais pas trouvée avec d'autres terres ou d'autres techniques que j'employais précédemment, ou d'autres lieux. Et voilà, on s'alchimise soi-même en fait en travaillant cette terre qui est spéciale, qui est déjà préparée de manière très artisanale et très précieuse par notre potier Jaoui, et qui est mélangée avec de la cendre, de genêt du désert, qui est tamisée à la main, qui est pétrie en millefeuille, et qui subit toute cette transformation sans être altérée, en gardant sa spécificité, et qui en fait quelque chose de très onctueux à travailler. Voilà. Ouais, j'ai eu l'occasion de le voir pétrir cette argile, et c'était très impressionnant de voir toute cette énergie qui transpire dans l'argile. Je propose peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu l'expérience d'aller peut-être se connecter comme ça à d'autres argiles, ou lors de vos vacances, lors de séjours ou des stages à l'étranger, hors de ce que vous avez l'habitude de pétrir, de toucher, de modeler. C'est ça aussi la nourriture de votre créativité, c'est d'aller explorer au-delà des frontières, au-delà des continents, pour se connecter à autre chose. Est-ce que parmi vous, on ne sait jamais, il y en a, vous avez peut-être envie de partager des choses que vous avez aussi, qui vous ont bouleversé. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est toujours en dessous, là dans la barre des commentaires, vous pouvez vraiment vous laisser aller. Pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez, eh bien on va se préparer. On file à l'atelier de Ghislaine, et vous allez voir, c'est une peintre extraordinaire. Et en même temps, on va être dans toute cette ambiance. Et vraiment, je vous conseille de rester avec nous parce que vous allez voir que l'ambiance, elle est juste féerique. À tout de suite. Alors là, nous entrons dans l'atelier de Ghislaine. Wow. Dès qu'on entre, toute cette ambiance de couleurs. Je peux faire un petit tour? Vas-y, je t'en prie. Pour vous montrer les tableaux. Toutes les couleurs. Alors, si je fais ici. Là. Si tu as envie de dire un petit mot sur tes peintures. Alors, attends. Et voilà, ici on rentre dans tous les petits délires que je peux avoir au fond de la tête. En fait, c'est un art chamanique, un art spontané, une peinture de l'instant T.
où on ne se pose pas de questions, on ne se prend pas la tête, on n'imite personne, on ne cherche pas forcément en plus à faire du beau, il faut laisser les choses exploser, il faut laisser les choses jaillir. C'est une source jaillissante. Et moi je suis assez coloriste, donc je travaille avec beaucoup de couleurs, mais j'essaye d'aller, enfin j'essaye rien d'ailleurs, je laisse venir en fait des choses qui sont sans doute aussi au fond de nos mémoires, au fond de nos... Là aussi, je pense qu'il s'agit d'une sorte de peinture qui a un petit côté ethnique, ancestral, une peinture qui pourrait être une peinture des origines. Je me suis aussi passionnée à une époque pour l'art pariétal. Et voilà, et c'est même si l'art pariétal est un art bien ciblé, bien recherché, qui est très expressif, mais en même temps qui appartient à un autre mode de vie, à des cultures primitives. Et ici, j'essaye de rester aussi dans des choses très très simples, mais qui expriment une peinture de l'âme, en fait, voilà. Ah ben dis donc, celle-là, c'est la dernière. C'est la dernière, oui. Elle est puissante, hein. Elle raconte, je ne sais pas encore. Oui. Elle raconte, elle se raconte, elle est un peu évidemment. Énigmatique. J'aime bien qu'il y ait des énigmes dans les... Ah oui, là, franchement. J'aime bien qu'il y ait des mystères, j'aime bien qu'on se pose des questions et j'aime bien que chacun y trouve ses propres réponses parce qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a de multiples et de multiples chemins pour y accéder. Voilà. Eh bien, nous voici au cœur de 1001 couleurs, je ne sais pas combien on a de couleurs, et on va se reconcentrer sur la terre. Est-ce qu'on peut voir un paquet ou oui. à quoi elle ressemble cette argile? Alors je pose, je remonte ici. Bon, je n'ai pas de, il n'y a pas un caméraman qui nous suit, donc on fait dans nous-mêmes. Tout nous-mêmes, voilà. Donc voilà. Ouais, cette argile. Cette argile grise en fait. Ouais. Elle a quelque chose de tellement... Notre précieuse ouais. argile grise. Elle est précieuse. Voilà, avec laquelle on... Elle est plastique. Oui. On peut faire de multiples choses. Il y a une chose qu'elle n'aime pas trop, c'est le rouleau et la plaque. Travailler à la plaque, on a un peu de difficulté avec. Tantôt, elle est trop molle et elle n'a pas suffisamment de tenue. Ou tantôt, elle est un peu trop dure et elle va se fissurer à la plaque. Ah, voilà. Donc en fait, on la travaille au modelage et ça lui convient parfaitement. Là, elle est très contente. Et là, elle se laisse faire. Et alors, la particularité, c'est que cette argile, elle doit, en cours de travail, se sécher au soleil. Donc, on prépare la pièce, on fait une base, hop, on la prend, on la met au soleil. Chose interdite dans les autres ça, c'est le genre de truc. Ça, c'est ce qui m'a choqué quand je suis venue faire la première fois un stage, que j'ai dû mettre, je voulais pas mettre le pot parce que c'était un pot monté au colombin. Et Ghislaine me dit, mais pour pouvoir monter la suite, il faut que tu la mettes la pièce au soleil. Et jamais chez nous on fait un truc pareil. C'est aussi interdit. C'est interdit, il y a tout qui fissure et c'est pas possible. Et là, c'est le soleil qui entre en dialogue en fait avec la terre. Il y a une connexion entre eux où chacun sait ce qu'il a à faire et vraiment c'était... Oh, j'aime. Et alors, sa couleur, elle est particulière. Enfin, on s'étonne. Quand elle est... Elle est gris, très légèrement vert. Voilà. Et donc là, elle est mélangée. Je vais montrer la cendre. On la mélange en fait en cours de travail avec une cendre qui est mélangée elle-même. Je ne sais pas, quand même de manière assez abondante. On utilise en fait cette petite cendre qui est récoltée. Rien ne se perd chez nous, tout se transforme, tout est recyclé. Cette argile, elle est récoltée au fond du four à bois et elle est alimentée par le genêt du désert, leur thème, qui nourrit notre feu. Et après, on récupère la cendre et on refait de l'argile fraîche avec ça. Et donc, on l'utilise comme la farine pour le pain, parce qu'elle peut être collante quand il fait frais surtout. Et voilà. La technique, donc cendre, soleil, argile, très peu d'eau, très peu d'eau, et pour obtenir ces effets de poterie à l'ancienne. À l'ancienne.
Quelle est la technique la plus utilisée que tu proposes quand tu proposes tes stages pour les gens qui viennent? Par quoi ils commencent? C'est le modelage au colombin. On travaille en général en rond, bien entendu, par la forme ronde, le pot, le creux. Donc on travaille et après on va mettre dans ce creux toutes nos intentions, tout ce qu'on veut bâtir, construire. On laisse les mains travailler. C'est très rare de faire partir avec un projet, ça n'arrive jamais d'ailleurs. On ne part pas avec un projet, avec une idée, avec une photo, surtout pas. On travaille avec son âme. C'est vrai que c'est Voilà. complètement On travaille avec son âme. une autre approche. Nous, c'est vrai que souvent, on fait des petits croquis, on prépare la forme avant, on sait ce qu'on veut atteindre. Alors, est-ce que c'est lié au continent, à la plus européen ou pas, je ne sais pas à quoi c'est lié, ou c'est toi qui as cette démarche peut-être, parce que spécificité. Je pense que dans les tribus africaines, en fait, elles ont des techniques, les femmes africaines ont des techniques qu'elles appliquent tribu par tribu. Il y a des peaux qui se ressemblent de tribu en tribu, où elles vont faire tantôt des peaux rondes, des peaux plus allongées, il y a les peaux berbères, etc. Et les peaux africains ne se ressemblent pas, mais dans une même tribu, ils vont se ressembler. Et ils vont contenir les mêmes décorations, etc., qui est un peu leur marque de fabrique. Ma façon de faire travailler cette terre, c'est un peu comme je fais travailler en peinture chamanique. On libère le mental, on libère l'esprit, et on va mettre notre identité personnelle dedans. On va oublier ses peurs, on va oublier les modèles, on va oublier ce qu'on aurait aimé faire et qu'on a peut-être rêvé. Non, là, on est simplement dans la matière et on travaille dans cette matière. Et il y a un partage, une alchimie qui se fait entre la terre et nous. Et c'est ça qui rend les choses belles. Après, il y a des techniques, oui, il faut que le pot soit bien rond, c'est pas facile. On travaille avec, je vais montrer un peu avec une assiette. On travaille avec tout bêtement des assiettes qui ont fait tourner avec une main pendant que l'autre main, elle écrase la terre au fur et à mesure pour former un rond. On va dire parfait, bon, il n'y a rien de parfait en ce moment. Un rond aussi parfait que possible sur lequel après on bâtit notre poterie. Bien sûr, les femmes africaines n'utilisent pas des assiettes en plastique, et là je triche, elles utilisent une pierre plate. Ah oui, voilà. Mais comme voilà, j'ai pas de collection de pierres plates sous la main, mais si j'en avais, on le ferait avec des pierres plates ou du bois, bois rond qu'on puisse tourner, voilà. Mais c'est une main est réservée au tournage comme ça et l'autre main elle travaille. Voilà. Donc c'est vraiment ton intention, c'est de respecter les traditions. De respecter bien sûr, puis la technique, on est obligé de la respecter. Là c'est les potiers d'Akamoud qui m'ont montré comment ne pas éclater les pièces, comment les mettre au soleil. C'est eux, c'est Jamie qui a corrigé mes erreurs quand j'appliquais ce que j'avais appris dessus, ça ne marchait pas. Donc j'ai appliqué vraiment ce qui se fait ici pour que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que d'avoir expérimenté ça, j'ai voulu aussi par moment, comme j'ai eu l'occasion de faire 2 stages avec toi, c'était d'utiliser mes techniques à moi aussi, de les mettre avec la terre. Elle a décidé chaque fois. Elle a toujours décidé, elle m'a confrontée à des grosses quelquefois on la bat. Non, je ne bats pas les élèves, on bat la terre, la technique au maillet pour enlever les fissures. Puis après, on peut travailler avec des outils qui sont des outils classiques que tout le monde connaît en poterie. Mais voilà, les potiers d'ici fabriquent leurs outils, hein. Ils n'utilisent pas nos jolis petits outils. Ils fabriquent avec des billes de métal, ils découpent des théières, et ils font des... Avec le métal, ils font des... Ah oui, parce que c'est leur théière en métal. Oui. Des vieux plateaux. Voilà. Voilà, bon, bah écoute, c'est toujours passionnant, ça m'emporte tout ça. Ce que je vous propose maintenant, puisque vous avez été bien sage et que vous nous écoutez vraiment très attentivement, on va aller dans le petit chalet. Et dans le petit chalet, il y a des pièces qui sont faites. Il y a des élèves qui sont venus et qui ont eu l'occasion de réaliser des pièces. Et alors, il y en a qui sont fraîches, en train de sécher, il y en a qui sont sèches, il y en a qui sont passées à la cuisson. Et la dernière étape, c'est pas l'étape d'émaillage,
c'est une autre étape et vous allez voir en quoi ça consiste. On se retrouve au chalet. Voilà. Salut. Ah ben je me dis Shiva va dire bonjour. Le petit paradis. Voilà ce chalet avec cette production de peau extraordinaire. Là, ce sont les pots qui sèchent. Vous voyez, ces pots traditionnels. Ceux qui sont cuits dans le four. Il y en a un paquet, hein? Oui. Et encore, il y en a un paquet. Qui sont partis, qui ont été vendus. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont vendus, il y en a que les élèves viennent rechercher. Il y en a partout, là il y en a encore. L'ambiance elle est jolie en plus avec le tableau, la peinture, la photo. On est dans l'ambiance. Et alors ici, c'est pas l'émail du tout que l'on connaît. Bon, je vais essayer de... Quand je reste ici, pour moi c'est bien. Je vais rester de ce côté-ci, comme ça tu peux plus... Attends, voilà. Je peux rapprocher ça y est. peut-être un pot. Ouais, bah, c'est bien, comme ça c'est bien. Voilà. On voit les pots et on le voit bien. Oui, oui. Voilà, il a été reciré hier par des passionnés qui sont venus faire du cirage pour le plaisir sur les pots qui étaient patinés. Ouais. Et voilà, il y a eu une petite équipe dévouée qui s'est consacrée à ranger un petit peu ici et qui a reciré les pots pour faire sortir les jolies couleurs. Alors, tu peux expliquer le procédé des couleurs? Le procédé des couleurs. Ouais. Comme c'est pas de l'émail, qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'émail. C'est une fois que la poterie elle est cuite, c'est-à-dire quand elle est à l'étape comme par exemple ceci. Donc je vais mettre un pot, voilà, celui-là qui n'a pas été patiné. Donc celui-là il est naturel. Ça c'est la couleur cuite de la terre grise que l'on a vue dans l'atelier. C'est ça. À l'état naturel, non cuite, elle est là. Voilà. À l'état cuite, elle est comme ça. Elle est dans les orangés, ton très chaud. Un peu flammé. Avec des variations de couleurs liées aussi à la présence de la cendre, sans doute. De la flamme, de l'endroit où les pièces se trouvent dans le feu. Ouais. On montrera aussi un peu à la fin la tête du four parce qu'il est tellement beau ce four. Et donc après on met là-dessus, après ponçage, on met une teinte transparente très légère, des encres que je fabrique et qui vont napper en fait le pot, comme celui-ci. Il a été nappé d'une petite teinte verte et on peut plus ou moins renforcer en plusieurs couches si on veut. Et après séchage, on va cirer en plusieurs couches pour obtenir des effets de profondeur. Et voilà, et ça donne des résultats qui sont quand même très sympathiques et qui mettent en relief tous les mouvements, les empreintes, les creux avec les mains, tous les petits, on pourrait dire défauts, mais qui deviennent justement non plus des défauts, c'est vrai. Mais une valorisation, une sublimation en fait de la terre. Il a l'âme de la personne, elle est inscrite et elle est visible après. C'est ça, elle ressort. Elle ressort. Voilà. On peut mettre plusieurs teintes sur une même poterie, on peut mettre des dégradés,
on peut racler un peu, on peut reponcer par-dessus. Il y a plein de possibilités pour qu'on ait un objet qui nous corresponde vraiment et puis qui ait de la gueule. Je vois qu'il y a certaines pièces où il y a des éléments qui sont ajoutés dessus, Oui. et d'autres où il y a des décors qui sont gravés. Est-ce que tu peux parler un peu de ces décors? Alors ça, c'est l'inspiration du moment. Quand on travaille la pièce, on a plus ou moins envie de choses. Des choses nous viennent comme ça. Et on peut se mettre à toucher, sans le faire exprès, des civilisations. Et on ne se rend pas compte. Pour moi, quand j'ai installé ici ces petites têtes sur le côté, que je voulais mettre des poignets, puis c'est devenu des visages, ça a pris un petit côté phénicien, en fait, voire même peut-être étrusque, à fouiller, quoi. Mais disons que ça a pris une allure antique, à laquelle je n'avais pas pensé au début. Et il faut laisser travailler l'imagination. Et à un moment donné, quand on veut se rapprocher un peu de notre environnement ici ou de la terre d'Afrique, bah, par exemple, on met des petits animaux. Et là, c'est vrai que souvent, dans les pots africains, il y a des traces animalières ou des visages quelquefois. Et là, donc, on a donc des petits lézards, des petits geckos, qu'on incruste en fait à la fin du travail sur la terre avec de la barbotine, avec des méthodes qui sont des méthodes plus classiques après, ou des coquillages, ou ce qu'on veut. En fait, c'est infini. Oui, voilà. Ça a l'air d'être infini. Ouais. Oui. Le langage des décors, est-ce que tu peux en parler un peu? Alors oui, bon là, j'ai pas beaucoup pratiqué ici sur ces pots le langage berbère, par exemple, qui existe, qui est le langage des femmes, le langage des origines, qui est souvent à partir de losanges. Bon là, de manière traditionnelle, j'ai commencé à mettre des triangles, par exemple. Voilà. Mais c'est d'inspiration quand même assez personnelle. Par exemple, chez les Berbères, on retrouvera le losange qui va se répéter, qui va se répéter, qui va se répéter, et qui est relatif en fait aux organes de reproduction de la femme, à l'utérus, à la vulve, et qui sont représentatifs donc de ce creux qu'elle a en elle et qu'elle va remplir, et les striures vont avoir un sens. Et puis ce losange peut devenir un œil, peut devenir un poisson. Ça, on le voit aussi beaucoup en Tunisie. On retrouve les mêmes motifs que sur les tapis antiques. On a ce langage des origines chez les femmes qui se retrouve encore aujourd'hui dans les poteries berbères des montagnes du Maroc, du Rif, etc. et qui ont chacune développé un langage qui leur est propre, une sorte de signature aussi qui leur est propre. Eh bien, c'est passionnant d'entendre tout ça. Que de souvenirs. Est-ce qu'on peut aller maintenant la dernière étape? Eh bien, on va aller voir le four. On a les chiens qui nous accompagnent. Où est-ce qu'il est le troisième? Il était là près de nous et puis... Venez les petits amis, on va voir le four. Pardon. Je pensais peut-être comme je passe devant, montrer le lieu de... C'est ici que... Jaoui, quand il y a toute l'argile qui est là, c'est là qui pétrit, qui mélange. Pour l'instant, c'est pas occupé par l'argile, mais c'est là qui se pend au fil là qui est tout au-dessus. Et voilà l'argile telle qu'elle sort en fait de la montagne. On va la chercher, elle est à l'état de pierre, de bloc comme ça. Et après, il faut la trier, la transformer. Et ça se fait dans des petits bacs de décantation. Les bacs de décantation qui sont là-bas. Décidément, en fait, tout est sur place ici. On voit le bac. C'est cette argile qui est trempée dans l'eau ici. Et alors, toutes les étapes après de l'enlever, cette boue qui va être étalée sur la partie... la grande partie un peu terrasse, et puis va être mélangée
et travailler avec l'intégration de la cendre. Là, tu en as encore un morceau. Alors, quand j'ai des résidus en atelier, en fait, on les recycle. On les met ici, hop là. Ah, voilà. Et ça va repartir au pétrissage. Donc, tout est récupéré. Tout est récupéré. Et c'est vrai que cette argile est tellement précieuse dans la façon dont elle est faite qu'on n'a pas envie de la gaspiller. On a envie de garder chaque petit morceau. Parce qu'il y a tout le respect de l'homme qui est allé chercher cette argile dans la montagne avec l'âne. Alors, j'essaye de voir parce que j'ai le soleil qui est vraiment tellement lumineux. Je tourne. Et voilà le four. Je vais aller le four. Voilà, qui est un four vraiment traditionnel qui date de combien d'années ce four a? En fait, ce genre de four arrive après le néolithique, où au néolithique on cuisait directement dans le feu avec des bouches de vache, comme ça peut se faire encore en Afrique à certains endroits. Ouais. Et là donc ils ont construit des fours souterrains et on passe à travers un tunnel, le feu va passer sous un tunnel et la chaleur va être amplifiée, les pots vont être disposés à l'intérieur et puis on forme une voûte à chaque fois. À chaque fois, la voûte elle est créée pour cuire les pièces. Et tous les morceaux de pièces qui sont là, cassées, qui sont recyclées ou elles ont une utilité bien particulière. On est allé en chercher d'ailleurs là-bas à Kermoud. Il y en a tout autour des grands fours et on a récupéré plein de morceaux. Ça vient de Kermoud par exemple. On a récupéré plein de morceaux pour après guider la cuisson, former la voûte ici voilà. Pour que l'air circule au mieux. Et là, il nous faut un maître du feu. Ça, c'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas non plus le potier. Il faut quelqu'un de spécialisé. Ah, juste. Le maître du feu. Le maître du feu. Voilà. Alors, je leur avais posé aussi la question à quelle température vous allez. Et sans doute que ceux qui nous regardent encore se disent oui, mais ça cuit jusqu'à quelle température? On pose la question tout le temps. Et ils posent la question tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils répondent eux? Ils répondent c'est très chaud. On n'a pas de thermomètre bien évidemment, mais en fait on nous signale, le feu lui-même nous signale la fin de la cuisson quand tout s'enflamme, quand les flammes montent à 3 mètres de haut au-dessus du feu, au-dessus du four qui est là, et là on sait que la cuisson est terminée. Et là on étouffe le feu et on laisse refroidir. Voilà. Ah, c'est un moment, j'ai eu l'occasion de participer à ça et alors c'est ici en fait que tout se passe. Le tunnel est là. Le tunnel est là pour l'instant, il est fermé pour protéger. C'est bouché parce que... Pour pas que les tortues rentrent dedans. Voilà. Et se faire cuire à la prochaine cuisson, ce serait dommage. Ah voilà, et il y a vraiment une intention vraiment bien volontaire de le fermer pour que cette ouverture reste, qu'elle soit sacrée en fait aussi. Elle est à l'abri et elle a, cette ouverture, une forme aussi presque de losange. Oui, aussi, oui. Ouais. C'est un petit tunnel. C'est un petit tunnel. C'est un petit tunnel. Le féminin, le masculin sacré se rejoignent aussi dans l'idée de ce feu. Dans l'idée de ce feu. Ah, c'est très intéressant à observer. Et puis, il est alimenté par le genêt. Ouais, c'est ça. Leur thème. Je vais montrer le genêt. Oui. Alors le genêt là, ben voilà, Ganesh, il garde le genêt. Le gardien du genêt. Oh, le petit cœur. Ce genêt qui est en train de sécher pour la cuisson prochaine qui aura lieu dans un mois. Voilà. Eh bien... Attends, je vais faire en sorte que toutes les deux, mais il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière, on est vraiment éblouis. Peut-être que vous ne voyez rien du tout parce qu'on est peut-être en contre-jour. Je n'en sais rien, on le verra au montage. Mais j'ai passé un chouette moment de partager toutes ces étapes avec toi. Et je pense que si vous avez envie de venir vivre une expérience qui peut vous bouleverser, franchement, réfléchissez bien à 2 fois avant de venir.
Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui va jaillir. Voilà. Et votre vérité, elle est là et elle peut sortir. C'est comme de la lampe d'Aladin, en fait. Ouais. C'est l'histoire de la lampe C'est d'Aladin. vrai, oui, Voilà. c'est l'histoire de la lampe d'Aladin. Ouais. Donc voilà, avec Ghislaine, il se passe quelque chose de magique où on peut presque faire un vœu et puis voilà. Quelquefois, on fait des poteries à vœux aussi, Voilà. des totems d'abondance, plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a Donc, plein de ce que je vais faire, je mettrai les liens si vous voulez la contacter. Elle propose des stages pendant l'année, mais aussi si vous êtes en vacances ou dans un endroit et que vous êtes à quelques-uns à vouloir vivre. Hier, j'ai fait la connaissance de 2 personnes qui sont dans un riad, deux copines qui ont eu envie de vivre une aventure poterie rien qu'à elles. Et d'avoir parlé avec ces 2 personnes, vraiment, on sent qu'il s'est passé aussi quelque chose. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. La vie est belle. Merci à toi, Anne. Merci. À une prochaine. Merci.